La corruption de l'OMS est-elle une réalité ? Il faut savoir que l'OMS n'est plus ce qu'elle était. Désormais, les intérêts privés la contrôlent. Nous reviendrons sur la liberté des prix pratiquée par les laboratoires pharmaceutiques. Je veux voir les gens se réveiller. C'est bien fait, le Daily Telegraph pour avoir mis ça en première page. 1607 milliards de dollars en 2023, voilà combien pèse l'industrie pharmaceutique mondiale. C'est l'équivalent du... Bonjour, je suis Christian Perron, médecin et professeur en médecine. Et durant ma carrière, j'ai présidé pendant 15 ans des conseils officiels en charge de politique de santé publique, de vaccination, de gestion des crises sanitaires et d'épidémies. Je suis également vice-président du groupe d'experts sur la vaccination pour la région Europe à l'Organisation mondiale de la santé. Mais il faut savoir que l'OMS n'est plus ce qu'elle était. Désormais, les intérêts privés la contrôlent. Un traité de pandémie va être soumis au vote le 24 mai prochain lors de l'Assemblée mondiale de la santé de l'OMS. Et si ce traité était adopté, des pouvoirs exorbitants seraient attribués au directeur général de l'OMS. Sur ce sujet majeur, aucun mot dans le débat public ni dans les grands médias. Un silence assourdissant pour un traité si important qui sera un chèque en blanc fait à l'OMS par les États-nations mis sous tutelle. C'est un appel que je lance aujourd'hui. Mes chers amis, depuis maintenant plusieurs années, je vous rencontre, partageant avec vous un combat pour la vérité et la liberté. Et je sais que nous sommes très nombreux à travers tout le pays à chercher par tous les moyens à résister. Chaque citoyen, collectif ou association peut et doit se mobiliser contre ce projet de traité de l'OMS. Certains ont d'ailleurs déjà commencé. Je vous propose une action très simple. Les élections européennes approchent. Il est essentiel de demander aux candidats et aux partis de se positionner publiquement sur ce sujet, mais aussi à vos élus et notamment vos députés. Sont-ils d'accord pour que l'OMS ait un pouvoir contraignant sur les États, pour que les États abandonnent leur souveraineté en matière de santé et d'environnement ? Réalise-t-il que chaque pandémie que nous avons eue depuis 20 ans est en réalité un prétexte pour la mise en place d'une gouvernance mondiale autour d'un concept nouveau, une seule santé ? Savent-ils que la définition même de pandémie a été modifiée, le critère de mortalité ayant été retiré ? Une pandémie peut donc être décrétée sans aucun mort. Nous plongeons dans un état d'urgence sanitaire quasi permanent. Avec ce traité, les États s'engageront à appliquer sans discussion toutes les décisions de l'OMS et du jour au lendemain, le directeur général de l'OMS pourra déclarer une pandémie pour une maladie qui ne tue pas et contraindre les États à subir toute une série de mesures liberticides que nous avons malheureusement connues dans un passé pas si lointain, sans pouvoir nous y opposer, comme par exemple la fermeture des frontières, le confinement, l'administration obligatoire de produits médicamenteux non éprouvés. Dans l'histoire, il n'y a jamais eu une telle menace contre nos libertés fondamentales et notre souveraineté. Alors, mobilisons-nous. Sur les réseaux, faisons monter le sujet avec le hashtag StopTraité-OMS. Écrivez à vos élus et vos candidats. Et surtout dans le réel, allez les rencontrer, les questionner, les interpeller dans un esprit de dialogue citoyen et démocratique. C'est votre droit de le faire et c'est leur devoir de vous répondre. Filmez ou photographiez vos actions et diffusez-les. Tout le monde est concerné. Ces dernières années nous ont montré que le pouvoir citoyen est un levier formidable pour faire changer les choses. C'est donc à nous, en dehors de tout esprit partisan, de nous battre contre cette tyrannie technocratique qui a démoralisé notre jeunesse, laissé mourir nos anciens, montrant son vrai visage, celui d'un système incapable de protéger les citoyens, rompant ainsi le contrat social. L'actualité récente témoigne d'une volonté profonde de la part du pouvoir en place de non seulement limiter la liberté d'expression, mais aussi de la punir pénalement avec la prolifération de projets de loi liberticides, l'un condamnant les médecins qui ne suivent pas les recommandations gouvernementales, l'autre incitant à la délation de propos tenus dans le cadre privé et jugés interdits par les autorités, et enfin la condamnation de toute personne critiquant un membre du gouvernement ou ses actions. Nous voyons bien que tout s'articule, de l'échelle mondiale à l'échelle nationale,
avec une volonté de nous dérober notre souveraineté. Alors continuons de nous informer, continuons de nous former et continuons d'agir. Je compte donc sur vous tous, pour aller à la rencontre de ceux qui ne savent pas ou qui ne veulent pas savoir. Alors, à vos stylos, à vos mails, à vos rendez-vous avec les élus, avec les journalistes, le temps presse. Le combat continue et la vérité triomphera. De Candide, c'est le prénom. Bonsoir Monsieur Asselineau, que pensez-vous de la déclaration de Nigel Farage qui implore tout le monde à rejeter le traité de l'OMS sur la pandémie? Je cite, « C'est littéralement un traité mondialiste qui enlève le pouvoir à l'État-nation. Nous ne devrions pas verser d'argent à cette épouvantable organisation. » Alors, merci pour cette question. Je suis d'accord que c'est une question grave, très grave, et qui malheureusement est cachée aux Français pour l'essentiel. Je suis 1000 fois d'accord avec cet internaute. Il faut suivre de près ce système. Je l'explique, je l'ai déjà dit, je pense que dans une précédente séance de questions-réponses, j'avais déjà eu l'occasion de le dire. Je le redis ici. J'avais prévu dans mon programme, et je le redis, nous, si nous arrivons au pouvoir, nous demanderons que l'Organisation mondiale de la santé soit réformée de façon drastique en interdisant toute instance qui ne soit pas un État. Voilà, ça doit être une organisation internationale. Le mot mondial, d'ailleurs, voulu par les Américains, est inquiétant. C'est comme l'Organisation mondiale du commerce. Moi, j'aurais préféré international. Parce que international et mondial, c'est pas pareil. International, c'est entre des nations, entre des pays. Mondial, ça évoque une idéologie sous-jacente qui est celle du mondialisme. Et donc, l'Organisation mondiale de la santé, à mon avis, devrait se rappeler Organisation internationale de la santé et n'admettre en son sein que des États. C'est ce qui signifie en particulier que tant que nous aurons au sein de l'OMS, parmi les bailleurs de fonds, des fonds comme par exemple le fonds Bill et Melinda Gates, vous voyez ce que je veux dire, qui donnent au moins, sinon plus d'argent que les États-Unis d'Amérique, ça ne va pas. On ne peut pas tolérer qu'il y ait au sein des bailleurs de fonds de l'OMS, des intérêts privés de milliardaires dont la passion philanthropique est suspecte. Moi, je n'ai pas confiance, personnellement, dans la philanthropie de M. Bill Gates. Voilà. Et donc, il y a suffisamment d'informations, de rumeurs, de faits objectifs pour se dire qu'il faut tout faire pour empêcher qu'il y ait des conflits d'intérêts, comme on dit gentiment, c'est-à-dire, en fait, que des milliardaires qui ont par ailleurs des intérêts colossaux dans Big Pharma mettent la main sur l'OMS et sur ses directives. Donc il faut absolument chasser tout ça, il faut chasser les marchands du temple, il faut absolument en revenir à un système avec des États et qui sont là pour défendre l'intérêt des populations contre l'intérêt des grandes entreprises de la pharmaceutique mondiale et des grandes puissances d'argent qui sont derrière, toujours les mêmes, les grands fonds notamment comme BlackRock ou Vanguard, qui sont à la fois ceux qui ont mis la main sur les grandes entreprises de pharmaceutiques, mais aussi sur des médias, mais aussi des milliers d'hectares en Ukraine, enfin j'en passe et d'en meilleur. C'est vraiment ces espèces de monstres financiers contre lesquels il faut se battre à notre époque. Depuis plusieurs mois, Internet est plein de gens qui parlent du traité prévu sur la pandémie par l'Organisation mondiale de la santé. Ça nous obligerait à dépenser beaucoup d'argent. Préparer pour la prochaine pandémie et leur donner le pouvoir d'ordonner des confinements, nous dire quel vaccin pourrait être utile. C'est littéralement un traité mondialiste qui enlève le pouvoir de l'État-nation de faire des trucs. Et écoutez, vu que nous avons appris que les confinements n'ont pas fonctionné, ce que n'ont pas fait la Floride et la Suède, je ne veux pas qu'on en vienne à en avoir encore. Je veux voir les gens se réveiller. C'est bien fait, le Daily Telegraph pour avoir mis ça en première page. Bien sûr, le gouvernement a répondu en disant « Nous sommes en faveur du traité sur la pandémie, mais nous ne le ferons pas. Laissez-le s'écraser. On aura notre propre police sanitaire. » C'est exactement la même promesse qui a été faite quand nous avons fait cela lorsque nous avons adhéré à la CE. C'est juste un petit club d'entraînement, ne vous inquiétez pas. Je pense que le moment est venu, il va être proche de toute façon, où nous dirons à nos députés de dire non au traité de l'OMS sur les pandémies. Nous ne voulons signer aucun compte. Et franchement, je suis désolé.
On ne devrait pas payer cette organisation. Et Trump, conseillé par Robert Kennedy Jr. notamment, considère que l'Organisation mondiale de la santé est devenue une organisation mafieuse et limite criminelle d'ailleurs, notamment depuis que parmi les financeurs de cette OMS, il y a Bill Gates, à la fois par son fonds Bill Gates, Bill et Melinda Gates, Melinda Gates étant son ancienne femme qui d'ailleurs a demandé le divorce, et puis le fonds Gavi qui est également un faux-né de Bill Gates. De telle sorte d'ailleurs que si vous additionnez pour l'année calendaire 2022-2023 les fonds versés par Bill et Melinda Gates plus Bill Gates via un faux-né qui s'appelle Gavi, vous avez quelque chose comme 1300 millions de dollars, c'est-à-dire que Bill Gates a donné plus à l'OMS que les États-Unis d'Amérique. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Voilà, c'est devenu un cancer, en fait. C'est devenu un cancer absolu qu'il y ait une puissance financière privée qui soit devenue... parce que, évidemment, qui paye commande. Donc je me permets de rappeler ici, les gens qui nous connaissent, je m'adresse ici peut-être des gens qui nous découvrent, mais ça n'est pas un propos de séance que je dis. Ça fait, je l'ai dit depuis des années, en tout cas, c'était dans notre programme, dans mon programme présidentiel en 2022. Si nous arrivons au pouvoir, nous sortirons de l'OMS, exactement comme Trump, mais nous dirons que nous sortirons de l'OMS tant qu'il y aura à l'Organisation mondiale de la santé des financements privés. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce que nous considérons que ça n'est pas sain, ça n'est absolument pas sain de mêler des intérêts privés. Il y a que des gens fassent des bienfaits, c'est très bien que des gens soient philanthropes. Mais quand on est un vrai philanthrope, on ne donne pas plus que tout le monde. Ah, si on veut, quand on est Bill Gates, s'il donnait 3 millions de dollars, ça serait bien. Ça serait bien, puis il y aurait toute une série de philanthropes qui pourraient donner un petit peu d'argent. Personnellement, je n'y suis pas favorable d'ailleurs du tout. Je pense qu'il ne doit y avoir aucun argent privé qui doit entrer là-dedans. Mais là, c'est plus de la philanthropie, c'est de la prise de pouvoir. C'est une OPA, en fait, pour en fait utiliser l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire cette organisation qui était parée de toutes les vertus il y a encore une vingtaine d'années. Enfin, c'était insoupçonnable. L'Organisation mondiale de la santé bénéficiait d'un crédit, d'une confiance absolue dans le monde entier des populations. C'était quelque chose qui était presque une œuvre pieuse, une œuvre sainte, mais maintenant c'est fini depuis belle lurette, puisque maintenant on voit des gens qui sont extraordinairement controversés, comme on dit gentiment, qui sont en fait des escrocs, comme le directeur général éthiopien, là, Théodoros Ghebreyesus, je ne sais plus comment, je n'arrive jamais à mémoriser son nom. J'ai fait un blocage psychologique. Hein. Intérieurement, je l'appelle Olybrius, non, mais comme l'avant-dernier empereur romain. Ce monsieur est complètement corrompu. L'Organisation mondiale de la santé est une organisation désormais corrompue. C'est d'ailleurs ce que dit le président des États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il a raison. Donc nous, si on arrivait au pouvoir, on sort la France de l'Organisation mondiale de la santé. Au passage, ça nous ferait 161 millions d'euros de dollars, c'est-à-dire à peu près 155 millions d'euros d'économies, et des économies qu'on pourrait injecter dans notre système de santé à nous. Hein. Voilà. Parce qu'on n'a pas besoin, finalement, d'avoir les conseils intéressés de l'OMS sous influence Bill Gates ou Anthony Fauci ou je ne sais pas qui, pour nous imposer une politique sanitaire, nous imposer des injections ARNM, nous imposer... Nous évaluerons la tarification des médicaments. Nous suspendrons les autorisations de commercialisation pour des centaines de médicaments inefficaces, voire dangereux, tels qu'ils seront apparus après une étude indépendante, parce qu'il y a beaucoup de médicaments de cette nature. Nous reviendrons sur la liberté des prix pratiquée par les laboratoires pharmaceutiques. Notre objectif n'est pas d'entraîner à la ruine les laboratoires pharmaceutiques, bien entendu. Mais ne me tentez pas. Un laboratoire pharmaceutique doit dégager de l'argent, mener de la recherche, c'est vrai. Mais pas des profits colossaux, comme c'est parfois le cas. 1607 milliards de dollars en 2023, voilà combien pèse l'industrie pharmaceutique mondiale. C'est l'équivalent du PIB de la Corée du Sud ou celui de l'Australie, et c'est autant que le marché mondial du luxe.
En 25 ans, le secteur a multiplié sa valeur par 4 et on a rarement l'occasion d'admirer une courbe de croissance aussi régulière. Et petit bonus, à partir de 2019, elle s'élève un peu plus vite. Les ventes mondiales ont progressé de plus de 26% depuis la crise sanitaire. C'est bon pour les affaires. Et on s'attend maintenant à ce que la courbe continue sa course pour atteindre 2000 milliards de dollars en 2028, soit encore 24,4% en plus d'ici 4 ans. Pour l'expliquer, il y a eu le Covid bien sûr, mais il faut aussi compter sur le vieillissement de la population dans de nombreux pays, comme en Chine, en Russie et en Europe d'ici 2030. Autre paramètre important, l'augmentation de l'incidence de maladies chroniques, avec en tête les cancers, le diabète et l'hypertension liés au surpoids. La croissance de la demande est plus forte dans les pays émergents que sur les marchés plus matures, mais malgré ça, le premier marché mondial reste les États-Unis, qui engloutissent 42,6% des médicaments produits dans le monde en 2023. L'Amérique est suivie par la Chine, puis le Japon, l'Allemagne et enfin la France. Comme eux, nous sommes friands de médicaments, mais notre truc à nous, c'est plutôt les antidépresseurs. Pour nous fournir nos doses, on peut compter sur une poignée de grands laboratoires, dont les noms sont devenus aussi célèbres que ceux des joueurs de l'équipe de France de foot. En 2023, plus d'un tiers du marché est détenu par seulement 10 labos et 5 d'entre eux contrôlent 20% des ventes mondiales. Sans surprise, les plus grands, les plus puissants, Johnson & Johnson, Pfizer, Merck et AbbVie, ceux qui produisent et vendent le plus, sont situés aux États-Unis. Les autres sont situés sur le continent européen, en France, en Suisse et au Royaume-Uni. Ils sont tous, sans exception, cotés en bourse à Wall Street, Londres, Genève ou sur Euronext. Le leader mondial incontesté cette année, c'est Johnson & Johnson qui ne fait pas que de la santé, mais aussi de l'hygiène. Avec 85 milliards de dollars de ventes en 2023, il a annoncé un bénéfice ahurissant de 35 milliards de dollars, en hausse de 95%. À l'heure où je vous prépare ces lignes, il pèse 375 milliards de dollars en bourse, loin devant son compatriote Pfizer, 168 milliards, à qui il a piqué la place de numéro 1, le Suisse Roche, 256 milliards de dollars, ou encore notre plus gros labo à nous, Sanofi, 117 milliards d'euros, soit 127 milliards de dollars. Ça, c'est pour les plus gros. Derrière, le reste du marché se partage entre des centaines d'acteurs comme Servier, Mylan, Gilead ou Turing Labs, qui ont les mêmes ambitions qu'un Sanofi ou un Pfizer, et pour ça, tous les moyens sont bons. Je n'ai pas cité tous ces noms de labos au hasard. Ils ont tous fait l'objet de poursuites et de condamnations pour avoir fait passer le souci de rentabilité avant les besoins en santé publique. En 2015, Martin Shkreli, PDG de Turing Labs, devient l'homme le plus détesté du monde. Il achète le brevet du seul médicament efficace contre la toxoplasmose, le Daraprim, et augmente son prix de 13,50$ à 750$, sans plus aucun lien avec le coût réel de recherche et de développement du traitement. Mais Martin n'est pas le seul à décider de vendre ces molécules uniques au monde à des prix délirants. Le brevet du seul traitement efficace contre l'hépatite C, le Sofosbuvir, est racheté par Gilead en 2019, qui en détient encore l'exclusivité. Alors qu'il coûte 130€ à produire, il s'affiche désormais à près de 45 000€ pour les patients, au grand désespoir des organisations humanitaires. Que dire de l'EpiPen, ce dispositif vital contre les chocs allergiques, lui aussi unique au monde, racheté par Mylan, son prix passe de 100 à 600$ entre 2007 et 2016. Le Suisse Novartis a aussi lancé un traitement exclusif, efficace contre la leucémie myéloïde chronique, le Semblix, une thérapie génique très prometteuse pour laquelle il n'existe pas non plus d'alternative, affichée à 320 000$. Et ça, c'est encore loin du prix réclamé pour son Zolgensma contre l'amyotrophie spinale à 2 millions de dollars ou celui du Lenmeldi de Orchard Therapeutics à presque 4 millions de dollars qui se présentent comme des traitements révolutionnaires mais dont l'efficacité est parfois contestée et avec elle son prix. Selon une estimation réalisée en 2023 par l'Institute for Clinical and Economic Review, le juste prix du Zolgensma devrait plutôt tourner autour de 900 000$. Bref, c'est pas joli tout ça. Entre mensonges. Top 20 des contributeurs de l'OMS pour l'exercice 2020 à 2021. Contributeurs. Allemagne 1268 millions de dollars. Fondation Bill et Melinda Gates 751 millions de dollars. États-Unis d'Amérique 693 millions de dollars. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 487 millions de dollars. Commission européenne 466 millions de dollars. Alliance Gavi 432 millions de dollars. Japon 218 millions de dollars. Canada 212 millions de dollars. Rotary International 174 millions de dollars. Fonds de solidarité. Pour la riposte à la Covid-19 171 millions de dollars. Chine 168 millions de dollars. Norvège 165 millions de dollars. Arabie Saoudite 158 millions de dollars. Fonds central des Nations Unies pour les interventions d'urgence 152 millions de dollars.
France 141 millions de dollars. Banque mondiale 132 millions de dollars. Programme des Nations Unies pour le développement 103 millions de dollars. Australie 98 millions de dollars. Suède 96 millions de dollars. Pays-Bas 93 millions de dollars. La mise en cause de l'OMS. La déclaration le 11 juin 2009 par la directrice générale de l'OMS d'une pandémie de grippe A, H1N1, d'emblée considérée comme de gravité modérée. Du moins dans ses premiers jours, a rapidement suscité des critiques à l'égard de l'OMS. Soupçonnée au mieux d'avoir surestimé le risque et recommandé aux États membres des mesures disproportionnées et d'un coût démesuré. Au pire d'avoir inventé une pandémie sous l'influence des industries pharmaceutiques. Désireuses de rentabiliser leurs investissements grâce à l'application des plans nationaux. Si ces critiques sont pour certaines excessives, le rapport de la Commission des questions sociales, de la santé et de la famille de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, APCE, présenté par M. Paul Flynn, sur une proposition de recommandation présentée par M. Wolfgang Wodarg, membre sortant de l'APCE et épidémiologue. Les travaux de votre commission d'enquête et divers autres éléments d'information soulèvent en tout cas un certain nombre de questions sérieuses sur l'opacité de la gestion par l'OMS de la crise pandémique, comme sur les conflits d'intérêts de certains de ses experts et leurs conséquences sur les recommandations formulées par l'OMS, après avoir d'abord réfuté en bloc ces critiques, considérées comme relevant de théorie du complot. L'OMS semble avoir pris conscience de la nécessité d'en tenir compte. Mais les premiers indices de cette prise de conscience sont encore insuffisants. Les critiques sur la fausse alerte pandémique ont été renforcées par le changement de définition de la pandémie grippale auquel aurait procédé l'OMS. Dans les mois ayant précédé la déclaration du passage en phase 6 le 11 juin 2009. Dans sa proposition de recommandation, à l'origine du rapport de l'APCE présenté par M. Paul Flynn, M. Wolfgang Wodarg évoque ainsi de « fausse pandémie ». Cependant, lors de son audition par la commission d'enquête, M. Tom Jefferson a observé que la grippe pandémique est ce que l'OMS décide qu'elle est. En s'appuyant sur les travaux d'un étudiant doctorant à Harvard, M. Peter Doshi, à qui l'utilisation d'un logiciel Internet, Wayback Machine, a permis de retrouver les anciennes définitions. De 2003 à 2009, une pandémie a été définie par l'apparition de plusieurs épidémies simultanées à travers le monde avec un grand nombre de décès et de maladies. Un changement a été opéré entre le 1er et le 9 mai 2009, faisant disparaître le critère de gravité. Toujours selon ces travaux, le contenu des pages internet de l'OMS a été modifié, sans changer la date affichée. Pour sa part, l'OMS affirme que la définition de base de la pandémie n'a jamais changé. Cité par M. Tom Jefferson lors de son audition par la Commission des questions sociales, de la santé et de la famille de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe le 29 mars 2010. Madame Nathalie Boudou, porte-parole de l'OMS, a justifié le changement de définition sur le site de l'OMS par la correction d'une erreur, en affirmant que la définition correcte d'une pandémie devait faire référence à l'apparition de foyers dans au moins 2 régions du monde, mais n'avait rien à voir avec la gravité de la maladie ou le nombre de décès.